tous et bienvenue sur le Book Club du podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons plonger ensemble dans l'univers des livres et de l'écriture, mais pas que. Nous avons hâte de partager avec vous nos coups de cœur littéraires, nos auteurs préférés et nos recommandations qui, nous l'espérons, vous inspireront. Que vous soyez un lecteur assidu ou que vous cherchiez simplement une nouvelle lecture, il y en aura pour tous les goûts. Prêt à nous écouter ? Alors c'est parti. Bonsoir à vous, chers membres du Book Club. Comment ça va ? Hello. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien. Ça va bien ? Pas trop chaud, pas trop froid ? Parfait, juste bien. Ok. Ouais, nickel. Le printemps a bien commencé. C'est ça. Oui, avec une petite tendance estivale quand même de temps en temps. C'est pas faux. Ce qui a fait du bien quand je suis allée en Bretagne. J'en ai profité à fond. Ok, d'accord. Si tout le monde va bien, on va pouvoir commencer ce nouvel épisode, 5e numéro déjà du Book Club. Et cette fois-ci, nous avons choisi un auteur passionnant aux très nombreuses œuvres littéraires. J'ai nommé le maître de l'horreur, du fantastique et du suspense, Stephen King. Nous avons hâte de vous faire découvrir plusieurs de ses romans fascinants. Alors, commençons, c'est parti. Alors, c'est moi qui vais m'y coller pour commencer. Je propose de faire une petite présentation de l'auteur. Je dis petite présentation parce que, typiquement, avec ses années de carrière et la pléthore de romans et de nouvelles qu'il a écrites, on pourrait en parler pendant à peu près des heures, voire des jours, sans épuiser le sujet. Donc, ça va être quelque chose d'un peu parcellaire, mais je pense que ça va quand même être, on va dire, représentatif de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Donc, Stephen King est un auteur américain qui est né en 1947. Il est originaire du Maine, qui est l'État des États-Unis dans lequel il va vivre la plupart du temps et dans lequel se déroulent la plupart de ses récits. Oui, tout à fait. Il est reconnu pour être le maître du roman d'horreur, mais sa palette d'écrivains s'étend jusqu'au polar, la fantasy, la SF, la littérature générale. Bref, il a touché à peu près à tout. Et quasiment à tout avec grand succès et brio. Ouais. Alors, je vais être un peu de parti pris, hein, vous l'aurez compris, quand je vais parler de Stephen King. Il a écrit plus de 60 romans, plus de 200 nouvelles. Ses livres se sont vendus à plus de 350 millions d'exemplaires dans le monde. Et surtout, c'est pas fini puisqu'il continue d'écrire et de publier. Son prochain roman sort aux États-Unis, il me semble, en septembre. Il va s'appeler Never Flinch. D'accord. Donc, d'ici un an, on l'aura en France. Bref, il ne s'arrête pas. Alors, l'intelligentsia littéraire l'a souvent considéré comme un auteur populaire. Mais il a quand même remporté de nombreux prix littéraires, dont le National Book Award pour sa contribution à la littérature américaine et la National Medal of Arts en 2015, remise des mains du président Obama lui-même. D'accord. En gros, depuis les années 2000, il commence à être reconnu par ses pairs. Avant, il était considéré comme un petit écrivain de genre. D'accord. Malgré son succès. Et au-delà du caractère horrifique de la plupart de ses livres, il aborde un certain nombre de thèmes récurrents, qui sont ces thèmes passion, on va dire, l'enfance, la condition de l'écrivain. Il se prive jamais de peindre un portrait sans concession des États-Unis, quasiment tous ses romans. Et de son regard critique, il traite souvent de l'homophobie, du fanatisme religieux, du racisme, du harcèlement et de la condition des femmes dans la société. Donc ces romans sont jamais vraiment complètement gratuits. Il y a toujours une thématique forte derrière. D'accord. Sa carrière commence en 1974, lorsque ce qui sera son premier roman publié, Carrie, est sauvé de la poubelle par sa femme Tabitha. Il était tellement pas content de ce qu'il avait écrit qu'il l'avait jeté, et c'est sa femme qui a trouvé le manuscrit, il l'a lu, et qui lui a dit qu'il était obligé au moins d'essayer de le publier. Et suivront ensuite évidemment les classiques que tout le monde connaît, au moins de nom, Salem, Shining, Ça, Le Fléau, Misery, j'en passe. Et sachant qu'en 1977, il crée un double de plume sous le nom de Richard Bachman. D'accord. Ceci afin de se libérer de la pression que sa notoriété grandissante lui apporte. Les romans publiés sous ce nom s'éloignent un peu du fantastique et du surnaturel, mais ça reste quand même des romans sombres qui évoquent souvent des sujets lourds, comme par exemple Rage, qui est un drame psychologique dans lequel un étudiant prend sa classe en otage
Ouf. Et pour la petite histoire, King empêchera les rééditions de ce roman après qu'on ait trouvé un exemplaire de ce roman dans le sac d'un jeune Américain ayant tué d'autres élèves de son campus avant de se donner la mort. Ouf. Ah oui. Voilà. Tout au long de sa carrière... Pardon ? Interdiction compréhensible de Voilà, l'édition. On comprend. C'est ça. Même si, évidemment, ce n'est pas Rage qui a provoqué, mais n'empêche que lui a pris le parti de dire plus personne, en tout cas, ne lira mon roman si après c'est pour passer à l'acte. Tout au long de sa carrière, nombre de ses romans ont été adaptés avec plus ou moins de succès pour le cinéma et la télévision. Et King y a participé quasi à chaque fois, soit en tant que producteur, soit scénariste, réalisateur, même acteur. Il fait régulièrement des caméos, donc des apparitions de quelques secondes ou quelques minutes dans les adaptations de ses romans. D'accord. Et King a toujours été très prolixe quand il s'agissait d'évoquer son métier d'écrivain. Là, ça va parler surtout aux auteurs ou apprentis auteurs qui nous écoutent. Dans la plupart de ses romans ou de ses recueils de nouvelles, il ajoute une préface ou une postface où il expose au lecteur les circonstances dans lesquelles il a écrit le texte. Il crée une proximité, un dialogue intime avec son lectorat. Et du coup, ça nous donne l'impression de connaître l'homme qui est derrière l'auteur. Ça fait, pour moi, c'est une des choses que je trouve le plus intéressante chez lui, c'est qu'on a l'impression que c'est un ami qui nous raconte une histoire plutôt qu'un auteur très très lointain. D'ailleurs, il a publié un livre intitulé Écriture, mémoire d'un métier en 2000. Je l'ai lu. Voilà, mi-autobiographie, mi-manuel de conseils d'écriture, et dans lequel il donne sa méthode d'écriture, entre autres. Et on apprend donc qu'il écrivait jusqu'à cette date, jusqu'en 2000, un quota journalier de 2000 mots, sachant que ce rythme va diminuer à mesure que l'auteur prend de l'âge. Aujourd'hui, il en est à peu près à 1000 mots par jour, d'après ce qu'il dit. Ce qui est déjà bien. Ouais. Tous les jours. Dans une interview, un jour, j'avais lu qu'il écrivait absolument tous les jours, sauf 2 jours dans l'année. Il me semble que c'est le 4 juillet et Thanksgiving, il me semble. D'accord. Et plus loin dans l'interview, il dit « En fait, non, j'écris tous les jours, même à Thanksgiving et le 4 juillet. » Voilà. D'accord. Pas de repos. Voilà. Pour le coup, c'est un véritable jardinier qui travaille sans plan. Il se laisse porter par les personnages à partir d'une situation de départ. Et il a quasi tout le temps fait ça, sauf à il y a 2 ou 3 romans où il a avoué ne pas avoir travaillé de cette manière-là, mais sinon, c'est toujours sa méthode. Et en conclusion, moi, je dirais que pour comprendre et savourer l'œuvre de King, il faut savoir que c'est définitivement un écrivain de l'humain. Chez lui, l'horreur, le fantastique, etc., ça n'est là que pour évoquer l'âme humaine, ses travers et ses vertus. Et au final, je crois que pour résumer son œuvre, il suffit de lire la dédicace qu'il fait à ses enfants en préambule du roman Ça, que je vais vous lire maintenant, très court. C'est avec gratitude que je dédie ce livre à mes enfants. Ma mère et ma femme m'ont appris à être un homme. Mes enfants m'ont appris à être libre. Naomi Rachel King, 14 ans. Joseph Hillstrom King, 12 ans. Owen Philip King, 7 ans. Enfant, la fiction n'est que la vérité que cache le mensonge. Et la vérité cachée dans ce récit est suffisamment simple. La magie existe. Voilà pour cette petite présentation. Eh bien, c'était intéressant, mais du coup, ça lui fait une moyenne de combien de livres par an ? Ouais, beaucoup, trop. Trop pour un être humain. Mais c'est surtout par rapport à la qualité. Il y a 2-3 auteurs que je connais, il y en a certainement plein, mais que je connais qui sont prolixes comme ça à ce point-là, et où surtout les romans sont tous bons, peu ou prou. Et c'est surtout ça qui est étonnant. Et en plus, c'est pas comme s'il écrivait des romans de 150 pages, quoi. Oui. La moyenne de ses romans, ça doit être au minimum 400 pages. Donc, un beau bébé. Ouais, un beau bébé, ouais. Ouais, je comprends. Surtout pour un jardinier en plus. Oui, il doit super bien maîtriser ses personnages. En fait, il doit aller vivre de l'intérieur pour pouvoir savoir comment ils vont agir, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire. C'est fort. Très, très fort. Bon, alors, Aurore, on va commencer par ta lecture à toi. Quel livre de Stephen King as-tu choisi, s'il te plaît ? Alors, j'ai choisi 22 novembre 1963, édité donc au livre de poche. Je vais vous parler d'abord du résumé. Je vais lire le résumé, en fait, ça va être plus simple. Ok. Imaginez que vous puissiez remonter le temps, changer le cours de l'histoire. Le 22 novembre 1963, le président Kennedy a été assassiné à Dallas. À moins que Jake Epping, professeur d'anglais à Lisbon Falls, n'a pu refuser la requête d'un ami mourant, empêcher l'assassinat de Kennedy. Une fissure dans le temps va l'entraîner dans un fascinant voyage dans le passé,
En 1958, l'époque d'Elvis et de JFK, des Plymouth Fury et des Everly Brothers, d'un dégénéré solitaire nommé Lee Harvey Oswald et d'une jolie bibliothécaire qui deviendra le grand amour de Jake. Avec une extraordinaire énergie créatrice, Stephen King revisite au travers d'un suspense vertigineux l'Amérique du baby-boom, des Happy Days et du rock'n'roll. Prometteur. Incroyable. Je dois avouer que je n'ai pas choisi le livre à travers le résumé. Je ne lis pas les résumés généralement avant de lire des livres. J'essaie. Et j'ai demandé à mes collègues en librairie quel roman de Stephen King ils me recommandaient pour ce book club. Les deux m'ont dit 22 novembre 63. D'accord. Ils m'ont dit il ne manque rien. Et je ne peux que reprendre cette phrase pour parler du bouquin. Ce récit, c'est un véritable tout. Je ne sais pas comment le dire autrement. J'ai beaucoup entendu parler de Stephen King et je dois avouer que j'en avais jamais lu par peur de ne pas vraiment apprécier. Surtout que l'horreur, c'est un peu risqué, je trouve, comme thème. Mais vraiment, là, il était incroyable. Il manque rien au récit, comme j'ai dit tout à l'heure. Je suis amatrice de science-fiction, mais il y en a peu. En fait, il y en a dans ce récit, on parle de voyage dans le temps, mais c'est pas du tout le cœur du sujet. C'est pas la science-fiction avec la création d'un monde ou d'un monde parallèle. Là, c'est très très minime. On va surtout se plonger dans l'histoire des États-Unis, sans pour autant non plus que ça devienne super documentaire. On va s'attacher aux personnages, on va suivre leurs échanges, Aurore. Toutes les auxquelles Jake va faire face. Évidemment, il y a de la romance, comme indiqué dans le résumé, des questionnements, encore une fois, beaucoup de suspense, et tout ça avec une plume incroyable. Chaque détail est savoureux, en fait. C'était assez fou. J'ai lu un peu rapidement parce que j'étais pressée par le temps. Je me suis dit, il y a 936 pages, il faut que j'y aille. Et pour le coup, je pense que dans 1 an ou 2, je vais m'y replonger. Et cette fois, je vais le savourer. Pour moi, c'est une lecture du soir, une lecture de vacances, c'est une lecture parfaite. Ok. Il fait partie de ce que j'ai lu aussi. Je ne l'ai pas lu, celui-là, pour le coup. Mais il fait partie des romans, on va dire, des années 2010 que tous les fans recommandent, en tout cas. Et les non-fans, d'ailleurs, aussi. En tout cas, ceux qui l'ont lu, il fait l'unanimité, celui-là. D'accord. Et justement, par ses qualités aussi historiques, c'est-à-dire que, évidemment, il rajoute une dimension fantastique, il y a un voyage dans le temps, mais a priori, comme dit, je ne l'ai pas lu, mais c'est ce que j'en ai lu comme critique, c'est qu'en plus, historiquement parlant, c'est très juste, et c'est d'ailleurs pas étonnant, parce que c'est une des passions de King, c'est-à-dire qu'il est fan absolu de cette période-là. Et en fait, il a grandi dans cette période-là. C'est aussi la période qu'on retrouve dans ça, puisque dans ça, donc c'est une histoire d'enfant, puis c'est le même personnage devenu adulte. Quand les enfants sont gamins, ça se passe à cette période-là. C'est les années 60, c'est le rock'n'roll, le rockabilly, etc. Et on sent que King est absolument amoureux de cette période-là et il la dépeint très, très, très bien. D'ailleurs, c'est dommage que dans la dernière version, le reboot du film, qui est sorti au cinéma il y a quelques années en deux films différents, ils aient déplacé l'époque. C'est devenu années 80, plus moderne. Années 80 pour les enfants et années 2000 pour les adultes. Et c'est dommage parce que il fait très, très bien vivre cette période-là. Tu perds l'ambiance. Ouais. Donc après, s'il a vécu à cette époque-là, oui, il a dû le vivre de l'intérieur. Exactement. D'accord, ok. Eh bien, écoute, Aurore, on va noter ce livre de 936 pages et on va le rajouter tout de suite dans notre palle. Je sais pas quand est-ce qu'on le lira. Mais bon. Ah bah écoute, tant mieux alors. Ça marche. Amélia, à ton tour. Quel livre de Stephen King as-tu choisi ? Alors, j'ai choisi de Sleeping Beauties, qui est paru en français chez Albin Michel en 2018. Et juste avant d'en parler, je voulais juste te dire que j'ai connu la plume de Stephen King assez tôt dans ma vie de lectrice. D'accord. Mais que j'avoue, sans trop me cacher, un peu quand même, parce que je vais me faire taper dessus peut-être par des gens, mais au début, j'ai pas du tout aimé. Et c'est encore
c'est pas mon auteur préféré. C'est-à-dire que tous les titres ne marchent pas sur moi. Voilà. Donc, on peut me le jeter en place publique maintenant. Allez-y. Personne n'est parfait. Mais c'est parce que j'avais commencé par Salem quand j'étais au lycée. Sauf que c'est peut-être parce que moi, j'avais une option en anglais et j'avais fait le thème du vampire. Et en fait, quand j'ai lu Salem, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Sur le moment, je redis bien, sur le moment, parce que j'avais tout un dossier comme ça sur les vampires et j'ai pas réussi à l'apprécier parce que j'étais déjà gavée avec Dracula et toutes les variantes, etc. Donc voilà, pour celui-là, j'avais pas trop aimé. J'ai lu le même roman que vient de lire Aurore et je l'ai abandonné au bout de quelques chapitres parce que j'arrivais pas le thème des boucles temporelles. Et le seul moment où j'ai réussi à adhérer quand j'étais au lycée, c'est sur Firestarter. Donc en français, c'est Charlie. Je crois qu'ils ont fait un film il y a pas longtemps avec l'histoire d'une petite fille qui a des pouvoirs psychiques et qui doit fuir avec son père parce qu'ils sont traqués. Voilà, là j'avais réussi à apprécier le livre vraiment sincèrement parce que je m'étais attachée à la petite fille et j'avais aimé ce qui était développé autour d'elle, etc. Mais j'avoue qu'avec King, j'ai pas beaucoup aimé de ses romans et j'ai jamais osé vraiment en lire parce que je me dis que tout le monde aime et moi je suis un peu une divergente à ne pas avoir encore réussi à aimer ses livres. Et donc là, pour le book club, j'ai choisi Sleeping Beauties. Et c'est étonnant de me voir me tourner vers un titre qui a quelques vibes conte de fées dans son titre. Non, mais voilà. Alors, il n'y a pas du tout de conte de fées dedans, même si on s'inspire, bien sûr, on nomme des syndromes du roman, de la maladie centrale du roman selon la princesse au bois dormant Aurore, mais voilà. Et du coup, moi, j'ai pas choisi comme les camarades un livre purement Stephen King, parce qu'il l'a écrit avec son fils Owen. Donc, dans Sleeping Beauty, on se retrouve aux États-Unis, dans la petite ville rurale de Dooling. C'est une vie assez paisible s'il en est. Bon, il y a bien quelques frictions dans certains foyers. Quel toit ne connaît pas de disputes familiales et de difficultés autres aussi une prison de femmes pas loin. Voilà, donc rien de bien méchant de prime abord. Le paysage semble assez calme. Mais voilà. On suit pas mal de personnages à l'intérieur de cette petite ville. On a par exemple le couple Norcross. On a une poignée des femmes détenues, parce que je viens de parler d'une prison pour femmes. Il y a quelques lycéens, des habitants de prime abord lambda. Donc rien de particulier semble-t-il, pas de rapport entre eux si ce n'est qu'ils habitent la même ville. Certains ne se connaissent même pas entre eux. Et pourtant, cette multitude de points de vue nous permet d'avoir un regard entrant dans cette ville. Et on va donc partir de cette petite ville, et à partir de cette petite ville, on va voir qu'en fait, il va y avoir une maladie qui va frapper tous les États-Unis, puis tout le monde entier, qui plonge les femmes dans le sommeil. D'accord. Et en plus de ça, quand elles s'endorment, elles se retrouvent enfermées comme des vers à soie dans des cocons, en fait. Et gare à ceux qui veulent réveiller ces belles endormies. D'accord. Du coup, c'est encore un gros bébé. Il fait 800 plus, 830, 800, Wow. je sais plus, mais énorme aussi. Effectivement. Et j'avoue que sur le moment, je l'ai trouvé très long. Alors, très long parce qu'il est gros, mais aussi parce qu'il y avait au début des longueurs qui se multipliaient parce que, comme j'ai dit, il y a plein de personnages différents. Et en fait, on va s'attarder au début du roman sur chacun d'eux, chacun des points de vue. Et comme au début, il se passe pas, on présente la ville comme calme et presque anodine, ça faisait un peu long. D'accord. Une entrée en matière très très longue. Et faut pas décrocher, mais c'est vrai qu'au début, on se demande mais pourquoi on va chercher telle personne. Par exemple, il y a une SDF, pourquoi est-ce qu'on raconte son histoire au début? Il y a vraiment rien de spécial. Pourquoi on va chercher telle personne? Bon, il y a rien de spécial et c'est un peu long. Est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet? Mais après, ça se déclenche avec la maladie et ça prend une autre tournure. Et après, on voit vraiment une dynamique d'ensemble qui se crée parce qu'en fait, les Kings, ils vont faire une sorte de travail de toile d'araignée. Après, chaque point de vue va avoir des répercussions sur les autres. Il n'y a pas de spoil. Mais en fait, il va y avoir une gestion d'ensemble de tous les personnages qui va faire comme j'ai dit, une toile d'araignée parce que ça va vraiment
se répondre, se rejoindre, influencer, déterminer, etc. Et ça va être beaucoup plus passionnant à partir de ce moment où il y a la maladie qui fait qu'il va y avoir des jonctions qui vont se faire entre tous ces personnages. Je note à ce propos que j'ai mis un temps infini à caler correctement qui était qui et pour qui. Mais ça, c'est purement personnel parce que moi, j'ai une mémoire des noms qui est absolument insupportable. Et comme je déteste ouvrir un livre et regarder les dernières pages, je n'avais pas vu qu'il y avait un index des personnages. Ah mince. Voilà. Donc si vous le lisez, n'hésitez pas à regarder d'abord l'index des personnages. Il n'y a pas de spoil, mais ça aide. Mais j'ai jamais compris pourquoi les éditeurs, quand ils mettaient un index, le mettaient à la fin du roman. Bah oui. C'est une ineptie pour moi. Même les pièces de théâtre, c'est au début. Bah oui, les pièces de théâtre, la liste des prénoms et des personnages, c'est au début. Ah, oui. C'est un peu bizarre. Je sais pas non plus. Surtout qu'il n'y a pas de spoil. Il y a par exemple écrit Nanani, épouse de machin. Oui, bien sûr, oui, voilà, oui, c'est tout. Voilà. C'est ça. Alors, tant qu'on ne dit pas et maîtresse de machin qui a aussi mère secrète de bidule, bon, il n'y a pas besoin de le mettre à la fin. Donc voilà, ça m'aurait bien aidé et j'ai découvert qu'à la fin de ma lecture, c'était un peu triste pour moi. Effectivement. Mais mon expérience servira à d'autres. Tout à fait. Donc en gros, on est sur l'histoire d'une ville dont les femmes vont être contaminées par un virus, une bactérie, quelque chose qui va toutes les plonger dans le sommeil. Voilà, on ne sait pas quoi. Et en fait, il y a toutes les femmes, on va voir dans la ville, mais avec la télé, on va voir que ça va être dans le pays, dans le monde. En fait, d'accord. Toutes les femmes du monde vont tomber dans le sommeil et dans ces mystérieux cocons qui les enveloppent et qui, sur les déchirent, les transforment en furie. D'accord. Là encore, pas de spoil, c'est dans le résumé de Catherine de couverture. Ok. Et voilà, donc j'ai retrouvé quelque chose dans ce roman qui m'avait plu dans Charlie. Déjà, les liens entre les personnages qui a de plus en plus de sens. Celles et ceux qui paraissent ne pas avoir de lien avec l'événement ou les autres, on va dire ceux les plus centraux, ceux qui sont majoritairement touchés par ça, il va y en avoir et ça va créer un engrenage, un peu de domino pour certains cas ou d'écho, et j'aime le concept. Deuxièmement, tous les personnages, il y en a vraiment beaucoup. Je dis n'importe quoi, il y en a peut-être plus d'une vingtaine. Ah oui. Mais ils sont tous uniques et ils ont des niveaux de moralité que j'ai trouvé intéressants parce que très divers. On adhère ou on déteste les personnages, on compatit ou on condamne mentalement, parce qu'il y a certains des actes assez limites. Mais vraiment, c'est pas dans la demi-mesure. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on dénonce, on va dire des travers. Par exemple, avec, alors justement, Archie disait, on parle beaucoup de la condition féminine, de la place des femmes, etc. Bien là, par exemple, on va s'intéresser, j'ai dit, il y a une prison de femmes. Dans la prison de femmes, il y a des femmes qui sont coupables, des femmes qui ne le sont pas forcément, des femmes qui sont moralement bonnes mais qui ont fait des actes mauvais. Toujours pas de spoil, on le voit assez vite. Et en même temps, on va voir des hommes qui travaillent dans cette prison et qui vont avoir des rapports humains plus ou moins tendus et sains, etc. avec elles. Et on va le voir ensuite après dans tout le roman, parce que comme la moitié de la population du monde, les femmes, s'endorment, on va voir effectivement qu'est-ce qu'un monde sans femmes, quel rapport ont les hommes, petit h pour hommes, avec les femmes qui restent encore éveillées, pour celles qui essayent de lutter contre le syndrome de sommeil nommé Aurora. Enfin voilà. Il va y avoir vraiment une réflexion autour de la femme et de l'absence des femmes dans la société, dans les sociétés. D'accord. Donc pour ça, j'ai beaucoup aimé. Je dirais que pour ça, peut-être Sleeping Beauty n'est pas enfin pour moi, vraiment cet avis n'engage que moi. C'était peut-être pas le maestria, je sais pas comment dire, du suspense et de l'horreur, même si on a des points qui sont assez, on va dire, flippants, notamment avec le fait que si on réveille les femmes, ça les transforme en quelque chose d'assez flippant. D'accord. C'est pas forcément, j'ai pas ressenti énormément d'intrigue haletante, suspense, parce que c'est pas que je m'attendais à ce qui allait arriver, mais
j'ai pas été très surprise au long de l'histoire. D'accord. Mais je trouve que le fond du roman, c'est vraiment sur beaucoup de réflexions. Donc là, sur les femmes, je disais, et sur l'homme avec cette fois-ci un grand H, parce qu'il y a une des questions, pas de spoil, mais en gros, est-ce que l'homme avec un grand H est fait pour se taper dessus ou pas, par nature? D'accord. Est-ce que l'homme par nature est belliqueux? Est-ce qu'une société sans femmes peut rendre l'homme, donc minuscule cette fois-ci, moins belliqueux ou plus belliqueux, ou enfin voilà, il y a une réflexion sur ce que peut être la société, la violence innée des humains. Voilà, il y a vraiment ça en fait. En fait, je considère le roman comme une sorte d'expérience sociale imaginaire. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, que devient le monde si on enlève toutes les femmes? D'accord. Que deviennent les hommes? Enfin, pardon, que deviennent les hommes petit h si on leur retire leurs proches féminins, leurs femmes, leurs mères, leurs épouses, leurs sœurs, leurs amis, mais bon, c'est un peu moins décrit parce que c'est moins fort peut-être. Mais voilà, que devient une moitié de l'humanité si on enlève l'autre? Que devient la moitié de l'humanité? Que deviennent les femmes sans les hommes? Que deviennent les hommes sans les femmes? Voilà. D'accord. Okay. Voilà, pour ça j'ai aimé. Voilà, beaucoup sur le thème de la moralité, à quel point une action mauvaise peut être bonne si on considère le but comme bon. Enfin voilà, il y a beaucoup de réflexions en fait. Je considère que le roman est beaucoup sur le plan réflexif plutôt que sur le suspense et le fantastique ou le horreur. Voilà. Ok. Donc j'ai beaucoup aimé, mais peut-être pas pour ce qui fait des King. Ok. Oui, sachant que je pense qu'on a une image de King qui, à mon avis, est faussée. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on entend parler de King, on pense au clown tueur, on pense au chien de Cujo, là, violent. Mais d'ailleurs, par exemple, quand on parle de Carrie, donc sa première œuvre, l'image qu'on voit systématiquement, c'est l'héroïne ensanglantée, c'est-à-dire recouverte de sang. Et donc, on a l'impression de quelque chose de gore. Alors qu'en fait, cette scène, je veux rien dévoiler pour celles et ceux qui l'ont pas lu, mais en fait, elle a rien de gore, la scène où Carrie se retrouve avec plein de sang sur elle. Donc, déjà là, c'est faussé. Il y a quelque chose de faux, en fait, dans l'image qu'on a de King. Dès qu'on rentre dans ses romans, on se rend compte que finalement, il y a de l'horreur, certes, mais déjà pas du tout dans tous ses romans, loin s'en faut. Et même les romans d'horreur, finalement, le but des romans, c'est rarement l'horreur. L'horreur, il y a vraiment des réflexions profondes, il y a une véritable profondeur. Ok, des réflexions. Et en plus, je rebondis sur ce que tu disais, Amélia, au début de ton intervention. Je pense que King, c'est un auteur qu'on relit plus qu'un auteur qu'on lit. Moi qui ai lu ça quand j'avais, je pense, 16 ans, quand je l'ai relu et que j'en avais le double, je n'ai pas relu le même livre. C'est-à-dire que je l'ai aimé autant, mais pas pour les mêmes choses. D'accord, il y a plusieurs messages. C'est juste exactement ça. Ouais. Parce que, effectivement, alors après, effectivement, j'étais peut-être trop jeune, je fais pareil, 15-16 ans, 16-17, voilà. Mais effectivement, alors déjà, il a un génie écrivain, comme j'ai dit, la gestion de autant de personnages, autant de personnalités différentes, autant de psychologies différentes, c'est impressionnant. Mais effectivement, il y a des thèmes qui sont traités... en fait, la maladie et ce qui va en découler par dans le monde, les rapports de force, les rapports humains, etc., tout ce qu'il va y avoir. En fait, c'est comme j'ai arrivé à parler, expérience imaginaire, mais c'est surtout une espèce de métaphore qui va effectivement mettre en application une réflexion avec les et si, qu'est-ce que, et donc, voilà. Et effectivement, c'est super intéressant. Voilà, je pense que je lirai du King maintenant, mais pas pour, on va dire, le vernis qu'on lui accorde sur l'horreur, etc. Mais effectivement, parce que moi j'aime beaucoup les romans où il y a derrière beaucoup de réflexions à dégager en fait. Donc voilà, effectivement, à lire plus grand ou à relire volontiers. D'accord, pour faire une double lecture et avoir un niveau de lecture différent selon l'âge qu'on a. Ok, j'entends bien. Eh ben, il n'y a pas de souci, on pourra le rajouter, 830 pages. Allez, on passe au cap des... Demandez pas à lire.
Voilà, pour un week-end à 2000 pages, et tu lis ces 2 livres. Voilà. Ça marche. Ou les autres, puisqu'on a entendu qu'il y en a beaucoup d'autres, faut pas hésiter. On peut construire des maisons avec des pavés. C'est pas faux. Ok. Bon, on va passer au mien de livre. Du coup, moi j'ai choisi le livre Après, que j'ai moi dans la collection livres de poche. Voilà. Là. Donc, c'est un policier fantastique. En tout cas, à mon goût. Ça se passe à New York. Les personnages principaux sont notamment Jamie, Tia, Liz, le professeur Burkett et Thériault. Je ne sais jamais trop comment le prononcer. Et en gros, l'histoire. Alors, le résumé. Jamie n'est pas un enfant comme les autres. Il a le pouvoir de parler avec les morts, mais si ce don extraordinaire n'a pas de prix, il peut lui coûter cher. C'est ce que Jamie va découvrir lorsqu'une inspectrice de la police de New York lui demande son aide pour traquer un tueur qui menace de frapper depuis sa tombe. Et ouais, ça met déjà dans l'ambiance. Donc vous êtes d'accord, policier fantastique, hein ? Des fantômes. Oui. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. On y va. On sait chez qui ça va. Tout à fait. C'est pour ça que ça m'a plu. Moi, quand j'ai vu un jeune homme qui voyait des fantômes, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est pour moi, il va mener une enquête, c'est parfait. Alors, pour commencer, dès le départ, je dois quand même vous dire que Après, c'est pas mon roman préféré de Stephen King, non plus. Voilà. Bien que la 4e de couverture, comme je vous l'ai lu, ait éveillé ma curiosité, cette histoire se lit, sans aucun doute, mais ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le point de vue du jeune garçon, qui m'a profondément perturbée à la lecture, parce qu'en fait, l'auteur, il se met à hauteur d'enfant, et il raconte l'histoire à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que les phrases sont construites, dites, à hauteur d'enfant. Donc, il faut déjà... Alors, ça commence en fait à ses 3-4 ans, et on le suit jusqu'à ses 18-20 ans. D'accord. Donc, ça fait jeune pour les premiers points de vue. Tout à fait. On voit quand même son verbe évoluer avec l'âge, hein, normal. Mais c'est vrai que les premiers, au début, faut que tu te mettes à la hauteur en fait d'un enfant. Donc c'était pas forcément facile à gérer. Mais bon, ça s'est lu quand même. Ce qui m'a dérangé, c'est le côté glauque, parce que franchement, c'était glauque. Je vous assure. On a un enfant. Déjà, on commence à 3-4 ans, qui est confronté à des fantômes. C'est déjà pas vachement... vous voyez ce que je veux dire, c'est pas terrible. On découvre, avec lui, que tous les fantômes, ils sont pas beaux, tout gentils et tout mignons. Hein ? Il y en a, ils sont moches, ils sont méchants. Il y en a, ils sont vilains. Hein, je parle comme un enfant, tout à fait. Mais voilà. Et il y en a qui meurent de façon violente, et en fait, l'enfant voit le fantôme mort violemment. Voilà, sans vous spoiler. Quand on regarde Ghost Whisperer, on sait ça. Parce que les fantômes, on les marque de leur mort. Oui, et au fur et à mesure qu'elle discute avec eux et qu'elle les amène à la lumière, ils redeviennent plus normaux. Mais donc, effectivement, quand tu as 3-4 ans, que tu vois un fantôme qui a une sale tronche parce qu'il s'est fait défoncer, tu peux comprendre qu'effectivement, lui, en tant qu'enfant, il va avoir forcément peur ou avoir une vision qui est pas forcément très, très idéale. C'est plutôt cauchemardesque. Donc, c'est là le côté glauque et là où on voit le côté King, en fait. C'est ce côté horreur du quotidien qui peuvent perturber un enfant de cet âge. C'est là donc tout le talent qu'on peut donc reconnaître à Stephen King. Hein. Il parvient à nous mettre mal à l'aise, tout en nous faisant ressentir la compassion pour cet enfant, parce qu'on s'y attache à ce petit Jamie. On est triste de voir ce qu'il vit, ce qu'il ressent au contact de ces fantômes, pas tous beaux et pas tous gentils. Donc, forcément, on ressent sa terreur. On ressent sa terreur quand il est enfant, on reçoit son angoisse à l'adolescence, parce qu'on voit effectivement l'évolution de ses sentiments et l'évolution de la gestion de cette vision des fantômes. On évolue en même temps que lui. L'écriture de King réussit à capturer justement cette évolution avec brio. On voit vraiment l'évolution de la pensée de cet enfant. On le voit grandir, on le voit chercher des moyens pour supporter son quotidien, et ce qui rend forcément son parcours d'autant plus poignant. Et donc nous, on va s'attacher encore plus. Alors après, est-ce que moi, en tant que maman, je m'attache encore plus ? Je ne sais pas, mais peut-être
forcément, le côté petit garçon qu'on a envie de protéger. Cependant, j'ai quand même eu du mal à me plonger dans l'histoire. Chaque retour à la lecture était un défi pour moi. J'avais du mal à y retourner. C'était peut-être justement l'intention de l'auteur de nous mettre suffisamment mal à l'aise pour nous faire comprendre que voir des morts, c'est pas une expérience charmante du tout. Que ce don, bien que fascinant, présente des avantages, certes, parce qu'on peut éventuellement discuter avec une personne à qui on était attaché et qu'on continue à voir en tant que fantôme. Mais ça peut être aussi terrifiant de voir en fait un tueur en série, comme par hasard, qui va en tant que fantôme te poursuivre de partout parce qu'il sait que tu le vois, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Tout à fait. Donc je pense qu'effectivement c'était peut-être ce que voulait nous faire ressentir Stephen King. En tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti. Et le plus tragique pour ce petit Jamie, c'est qu'il choisit ni ses rencontres, ni la manière dont les visions vont se manifester. Vous allez me dire c'est normal avec un fantôme, la mort est plus ou moins imprévue, on va dire ça comme ça. Donc on ne sait pas forcément ce qu'on va voir. Et j'ai trouvé que King, du coup, illustrait parfaitement ce don, cette dualité d'avoir le don de voir des fantômes entre quelque chose de merveilleux, comme je vous disais, pouvoir parler à ceux qui sont morts, qu'on a aimés et qu'on n'a pas envie de quitter, et en même temps terrifiant parce qu'on est poursuivi par des âmes sombres qui veulent... qui sont pas toujours très bien intentionnées. Et ce qu'il y a aussi de très bien développé dans le livre, c'est la façon dont les gens, les vivants, vont utiliser ce don à leur bon escient. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, égoïstement. Ça peut être aussi pour dire au revoir, ou retrouver un objet perdu, etc., et remettre la main dessus, comme ça peut être aussi utiliser la mort de quelqu'un pour pouvoir mener une enquête, aller chercher des indices, découvrir des trucs. Donc c'est pas forcément toujours très bienveillant. Donc si vous appréciez le glauque... Ça passe par l'enfant. Ouais. Pardon. Oui, non, mais t'as raison, c'est ça. Et du coup, après, il devient un instrument, c'est triste. Tout à fait, et c'est ce que King illustre parfaitement dans l'histoire. C'est utiliser ce médium comme médium. Vous voyez ce que je veux dire ? Petit jeu de mots. Très fin. Je pense que c'est effectivement la thématique du roman, c'est le contraste entre l'innocence totale de l'enfance, qui, alors pour le coup, il a un don, ça lui tombé dessus, c'est comme ça. Et jusqu'à c'est donc 18-20 ans, je sais plus exactement quand finit le roman, comment son innocence va perdurer ou non en fonction de ce qu'on va lui demander de faire et de ce qu'il va découvrir aussi. C'est ça, grâce à son don. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Donc, si vous appréciez le glauque, le sordide, tout en étant touché par l'innocence et la confiance aveugle des enfants, j'insiste bien sur ça, ce livre pourrait bien vous séduire. Après est une exploration pour moi troublante de la dualité, comme je vous ai dit, entre l'innocence de l'enfance et effectivement les ténèbres qui l'entourent. Un mélange qui, bien que dérangeant, mérite quand même d'être découvert parce que justement, ça pose la question « Qu'est-ce qu'on fait quand on voit un fantôme ?» Voilà, comment on réagit ? Voilà, sur ces belles pensées. On va passer à toi, à moins que vous ayez des questions sur le roman. Non, c'est bien, ça me va. Okay. Moi, j'avais une question, c'est comme tu sais qu'il a 4 ans et que tu es dans sa tête, etc., est-ce que quand il a des requêtes, par exemple, un peu abusives et que toi, tu le sais, parce que tu vois que les gens l'utilisent en tant que petit garçon, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de frustration qui se crée plus que de... Alors, il y a un instinct de protection quand même. Même si tu es dans sa tête, tu l'entends à hauteur d'enfant et du coup, quand tu vois certaines personnes qui utilisent son don à mauvais escient, tu as envie de lui dire non mais vas-y, arrête, lui fais pas confiance à cette personne, barre-toi, voilà, laisse-la faire ses trucs comme elle a envie, mais toi, l'écoute pas. Mais t'as beau être dans la tête d'enfant, à hauteur d'enfant, tu restes quand même toi en tant qu'adulte. Après, c'est peut-être à cause de mon âge, c'est peut-être du fait que j'ai moi-même des enfants et que du coup, peut-être mon expérience fait que j'ai
comme disait Archie, il y a plusieurs niveaux de lecture selon l'âge à laquelle tu lis le livre. Donc peut-être que moi, ce niveau de lecture, je l'ai parce que j'ai des enfants et que mon premier instinct, ça va être de les protéger. Oui, du coup, donc on est observateur en fait dans la lecture et c'est ça qui, ça doit être super frustrant en fait de le voir. Et en même temps, c'est à la première personne. Oui. Et c'est à la première personne. Ok. Ah ouais, t'es vraiment à hauteur d'enfant, t'es dans sa tête. Hein. Et c'est subtil d'écriture. Pardon. Subtil dans l'écriture. Alors attends, qu'est-ce que je pourrais te dire ? Quand tu dis que tu le vois changer, en fait justement, tu le vois maturer. Oui, en fait, tu vois les phrases et le vocabulaire évoluer avec lui et tu sens qu'il a grandi, qu'il a un peu plus de réflexion, qu'il a un peu plus de plomb dans la tête, comme on pourrait dire, parce qu'il a vécu des trucs, en fait. Tu le vois grandir. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Archie, t'allais dire quelque chose. Oui, dans mon souvenir, parce que j'ai lu il y a quelque temps, mais il raconte, il est adulte quand il raconte. Oui. Et par contre, dans les dialogues, évidemment, qu'il reprend, en fait, dans sa narration, effectivement, là, on voit l'âge qui évolue. Mais il est effectivement adulte quand il raconte, et donc il a ses yeux d'adulte sur sa prime jeunesse et sur son évolution à travers ce don et à travers ce qu'il vit à cause de ce don. Mais d'ailleurs, je trouve que King n'est jamais aussi fort que quand il parle à la première personne, de toute façon. Ah bah, si il a l'habitude d'avoir autant de personnages, autant de psychologies différentes, c'est vrai qu'il doit avoir comme les acteurs, en fait, un acting studio, vous voyez ce que je veux dire ? En fait, il se met complètement dans la peau de la personne dont il raconte l'histoire. Effectivement, peut-être avec un jeu, c'est peut-être plus facile aussi. Et puis, ça lui permet d'ajouter une sorte de poésie dans sa plume. C'est-à-dire que, par exemple, dans ça, pour revenir à une autre œuvre, il y a des parties à la troisième personne, des parties avec vraiment un narrateur omniscient. Il y a différentes choses. Et il y a le journal de Mike Hanlon, qui est un des membres du Club des Ratés. Et c'est, je trouve, les plus beaux passages. Parce que du coup, c'est tout d'un coup, on est sur le jeu et sur le personnage qui vit de l'intérieur tous les événements de l'histoire ou qui se souvient de tous les événements de l'histoire. Et je trouve que il est extraordinaire quand il écrit la première personne. Bah écoute, je me souviens pas avoir lu d'autres livres de lui avec un jeu, mais bon, moi après, ça se limite à Salem, Cimetière, Minuit 2 ou Minuit 4, je sais plus. Oui, effectivement, là, du coup, c'est chaque fois. Peut-être Minuit. Je crois que c'est des adolescents. Dans Minuit 2, dans la deuxième novella, Vue imprenable sur Jardin secret, je crois qu'elle s'appelle. Je crois que c'est là, et à la première personne, il me semble. Okay, bah écoute, je m'en souviens pas trop. Qui était repris en film avec dans le rôle titre Johnny Depp. D'accord. Ah. Ouais. Film que j'ai pas vu. Qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, tu loupes pas non plus le film de l'année, on est d'accord. Mais c'est pas. Mais j'ai ouvert Conte de fées. Je crois qu'il est aussi à la première personne. D'accord. J'ai pas été plus loin. Ouais. 22 novembre aussi. Enfin, celui que j'ai lu, il est aussi à la première personne. Ouais. D'accord. Donc on est dans la tête de Jack, c'est ça? Tout à fait. Ce qui est un peu effrayant parce qu'il sort des phrases comme si j'avais su, je l'aurais fait. Si j'avais su, je l'aurais pas fait. Ça met l'attention dès les premières pages, je trouve. D'accord. Ça marche. Bon, Archie, on passe à ton livre. Qu'est-ce que tu as choisi? Alors moi j'ai choisi Histoire de Lizzie, qui est donc un roman qui est paru aux États-Unis en 2006 et en 2007 en France aux éditions Albin Michel. Le cadre, c'est comme bien souvent le Maine, non loin de Castle Rock, qui est une des quelques villes imaginaires créées par King. Il y a Castle Rock et Derry qui sont les plus connus des villes qu'il a imaginées et qui reviennent dans plusieurs romans. Les personnages principaux, c'est donc Lizzie Landon, qui est la veuve de Scott Landon, un écrivain mondialement connu à succès, imaginaire bien évidemment. Et je vais vous faire un petit résumé, une sorte de pseudo quatrième de couve, qui est pas de moi du tout, que j'ai trouvé sur internet, mais que je trouve assez intéressante pour vous mettre dans l'ambiance du roman. Lizzie est la veuve de Scott Landon, un romancier à succès et un homme très complexe avec qui elle a vécu pendant 25 ans. En rangeant le matériel accumulé dans le bureau de son défunt mari 2 ans après sa disparition, elle trouve une sorte de jeu de piste
que lui avait laissé son mari et est ainsi amenée à se remémorer des bribes de plus en plus précises du passé de Scott, tel que celui-ci le lui avait raconté, et de leur passé commun alors qu'elle avait refoulé ses souvenirs au plus profond de sa mémoire. En parallèle, Lizzie est confrontée à l'aggravation alarmante de l'état de santé mentale de sa sœur aînée, Amanda, qui fait des crises d'automutilation, ainsi qu'à l'irruption dans sa vie de Jim Dooley, un homme inquiétant qui lui réclame les écrits inédits de Scott. Voilà pour l'entame, on va dire. Pour la petite histoire, l'idée de ce roman est venue à King en 2003, alors qu'il venait de sortir de l'hôpital où il était soigné depuis 1 mois pour une pneumonie très grave, qui donc a failli lui coûter la vie. C'est la deuxième fois qui passe très très proche de la mort. La première fois, c'était juste à la fin des années 90, il s'est fait renverser par un camion. Wow. Et voilà, c'est ça. En fait, parce que tous les matins, il fait une promenade, quasi tout le temps la même. Et ce matin-là, il s'est fait renverser. Voilà. Et donc là, il revient d'une pneumonie. Et en rentrant chez lui, il y a son bureau qui a été repeint et rénové, et toutes ses affaires qui sont encore dans les cartons. C'était sa femme qui a voulu faire ça pendant qu'il était absent. Et en pensant que c'est à ça que la pièce ressemblerait quand il serait mort, il commence à réfléchir sur tout ce que son épouse, donc Tabitha, aurait à gérer après sa disparition. Et du coup, il écrit ce livre en le lui dédiant. À savoir aussi que King considère que ce roman est son meilleur livre. D'accord. Je suis évidemment de cet avis. Pour moi, c'est, avec donc ça, mon King préféré. C'est un roman dont, au départ, et encore aujourd'hui, je peux dire de nombreuses mauvaises critiques de la part des lecteurs essentiellement, plutôt d'ailleurs que des critiques littéraires, parce que le rythme du roman est assez long, lent et décousu. On y rencontre énormément de flashbacks. La timeline est parfois difficile à comprendre, surtout dans les 50 premières pages du roman. D'ailleurs, le début du roman, au départ, laisse un peu dubitatif. On ne saisit pas vraiment où il veut nous emmener. Le récit au début est confus, on peine à trouver de la cohérence dans le propos. Et à ma première lecture, je me suis même demandé si King avait volontairement changé son style. Et j'ai redouté que ce style-là perdure pendant tout le roman, pour savoir si je vais vraiment l'aimer jusqu'à la fin. Et en fait, rapidement, l'intrigue se met en place et le lecteur rentre dans ce qui est, comme dit à mon avis, de son roman le plus poétique et le plus profond. D'accord. C'est essentiellement un roman d'amour, à mon avis le seul roman d'amour avec un grand A que King a écrit. Il va chercher ce qu'il y a de plus intime au sein d'une longue relation de couple. Il fait un travail sur le langage, sur celui qu'on invente quand on partage avec sa moitié pendant des années. Ce travail-là, forcément, ça donne des choses très poétiques. Et d'ailleurs, il faut saluer le travail de la traductrice qui s'appelle Nadine Gassi, qui a certainement dû s'arracher les cheveux pour traduire les néologismes du roman. Il y en a énormément. Et en plus, ils sont cruciaux et ils reviennent tout le temps. Et les néologismes sont même des titres de chapitres. D'accord. Et d'ailleurs, à la fin du roman, on peut lire une page de remerciement de la traductrice. C'est quand même assez rare pour être souligné. Mais franchement, je trouve qu'elle a fait un travail exceptionnel. Alors, en même temps, j'ai pas lu la version originale, mais je trouve que, en tout cas, à la lecture, c'est parfait. Donc voilà. C'est aussi une histoire tragique de deuil, forcément, puisque on commence le roman avec la veuve 2 ans après le décès de son mari. C'est les secrets de famille, c'est le sacrifice, c'est aussi des scènes de violence physique et psychologique qui sont parfois difficiles à supporter. Donc là, je te rejoins un peu, Jess, sur ce que tu as ressenti après. Oui. Mais c'est aussi ces scènes-là qui permettent de montrer la force des personnages, que ce soit Lizzie dans son engagement pour sa sœur ou sa lutte contre Dooley, justement, ou Scott, donc l'auteur mort 2 ans auparavant, dans son combat permanent pour vivre avec le legs de sa famille, une sorte de... On va parler d'une sorte de malédiction dans la famille de l'auteur. J'en dis pas plus. Si vous rajoutez à cela les thèmes que King affectionne particulièrement et dont il sait si bien parler, la création littéraire, la psyché des écrivains et l'irruption du fantastique dans le réel, vous serez en présence, à mon avis, d'un roman qui est terriblement abouti, peut-être le plus profond et bouleversant que j'ai pu lire, tout auteur confondu. D'accord. Et j'ai mis du temps avant de lire un autre roman après avoir fini celui-là.
Et donc, pour finir, j'encourage aussi en particulier les écrivains et écrivaines à le lire, ce roman. Il est truffé de réflexions sur la création littéraire, aussi drôle que belle et inspirante. Et d'ailleurs, je me permets de vous partager 3 citations. La première, justement, elle parlera aux auteurs qui nous écoutent. C'est bien des citations du roman et pas de ce que Stephen King peut écrire en postface ou en préface. Hein. C'est bien dans le corps du roman. Elle ne croyait pas que Scott avait exactement prémédité tout ceci. Il ne préméditait même pas ses livres, si complexes qu'étaient certains d'entre eux. Monter l'intrigue de A à Z, disait-il, c'était se priver de tout l'amusement. Il affirmait que pour lui, écrire un livre était comme trouver un fil de couleur vive dans l'herbe et le suivre pour voir où il pourrait bien conduire. Parfois, le fil se rompt et te laisse les mains vides. Mais parfois, si tu es chanceux, si tu as du courage, si tu persévères, il te conduit à un trésor. Et le trésor n'est jamais l'argent que tu touches pour un livre. Le trésor est le livre. C'est beau. Pardon ? C'est beau, même si je suis architecte. Oui, voilà, mais aussi, je suis très architecte dans l'âme. C'est mon écrivain préféré et je suis tout l'opposé de lui dans ma manière d'appréhender une intrigue. Donc voilà, pour moi, c'est un mystère total. Hein. C'est les gens qui parviennent à faire ça. Mais en même temps, voilà, il va passer toute sa vie et voilà. Mais j'adore l'image, j'adore. Ouais. Ensuite, pour illustrer le fameux style confus dont je parle au début de ma chronique, et à quel point c'est évocateur quand c'est King qui utilise ce style confus volontairement. Voilà la citation. Ce que je vais vous lire là, c'est une seule phrase. Il n'y a pas de point. Ok. Pendant qu'elle attendait, elle tenta de se dire que Scott ne pouvait pas savoir qu'elle venait d'avoir la pire prise de bec de tous les temps avec sa connasse de grande sœur. Mais à mesure que 6 heures se changeaient en 7, qui se changeaient en 8, quelqu'un a dit 9, j'ai entendu 9. 9 une fois, 9 2 fois, adjugé pour 9. À mesure qu'elle picorait un peu plus de cheesecake, qui finissait par le jeter à la poubelle parce qu'elle était trop foutrement furieuse pour le manger. 9, c'est fait, je veux entendre 10 maintenant, ça y est, j'ai dit 10 heures ici, et toujours pas de Ford 73 avec un phare qui tremblote freinant devant son appartement de North Main Street. Elle devient de plus en plus furieuse. J'attends que quelqu'un dise « folle furieuse ». Voilà, c'est une seule phrase. Effectivement. Donc 10 lignes. Hein. Voilà. Mais très rapidement, quand on s'habitue au début, on comprend pas. Hein, et très rapidement, on commence à comprendre et à rentrer dans le personnage et on se rend compte à quel point, du coup, on est vraiment dans la psyché de Lizzie et dans la confusion qu'elle vit elle-même. Et du coup, ça prend tout son sens. D'accord. Et en même temps, on dirait qu'on assiste à l'auteur qui ne veut pas rayer un mot, qui est d'accord pour une supposition et qui change lui-même un mot. Mais je pense que ça fait partie aussi de sa propre réflexion sur l'écriture à King. Je pense qu'il y a une espèce de double langage là-dedans, de l'auteur et de son personnage. Et la dernière sur le deuil. Et puis voilà qu'un jour arrivait, un jour de grisaille ou un jour de soleil, où il lui manquait si violemment qu'elle se sentait vide, plus une femme du tout, rien qu'un arbre mort empli du vent froid de novembre. C'était ainsi qu'elle se sentait en ce moment, avec l'envie de hurler son nom, de hurler très fort pour le rappeler à la maison. Et son cœur se souleva à la pensée des années à venir, et elle se demanda à quoi l'amour était bon si c'était pour en arriver là, à éprouver seulement 10 secondes de ça. Voilà. Waouh. Oui, voilà, j'ai choisi la dernière pour être un peu, voilà... Effectivement, tu nous as cloué le bec. Voilà, c'est ça. Eh ben, dites donc. Ça a l'air effectivement très intéressant. Donc, c'est plus ses réflexions à elle par rapport au deuil et puis à tout ce qu'elle doit gérer en même temps. C'est ça. Et surtout, j'en parle pas trop pour ne pas spoiler, mais la redécouverte de ce qu'était son histoire avec son mari et l'histoire de son mari. D'accord. Ok. En fait, il lui a laissé plein d'indices sans qu'elle s'en soit rendue compte. Et en rouvrant les cartons et en redécouvrant son œuvre, et ce qu'il n'a pas encore écrit, publié, etc., elle replonge là-dedans. Et ça l'emmène bien, bien plus loin que ce qu'elle pouvait imaginer au départ. D'accord. C'est un vrai travail sur la mémoire aussi, sur pourquoi on oublie certaines choses, pourquoi est-ce que certaines choses sont tellement limpides alors que d'autres sont complètement occultées par notre inconscient. Bref, lisez Histoire de lycée. Ok, c'est noté. Pas de problème. Ça met dans l'ambiance, effectivement. Je sais plus quoi dire.
Voilà. Bon, eh bien, j'espère que ces 4 romans vous auront donné envie de découvrir encore plus Stephen King au cas où vous ne le connaîtriez pas, ce qui m'étonnerait quand même. Et donc voilà, c'est sur ces mots qu'on va arrêter l'épisode. Mais avant de terminer, je vous remercie beaucoup, chers membres du Book Club, pour avoir partagé avec nous ces 3 romans du coup, parce que moi je suis la 4e, forcément. Et si on parlait de vos lectures du moment pour parler d'autre chose, qu'est-ce que vous lisez en ce moment, Aurore ? Alors, en ce moment, je lis quelque chose de plus léger, je suis pas sûre. Plus petit déjà, plus fin. Outre les BD, évidemment, comme toujours. Je lis Fiction de Jorge Luis Borges. Je sais pas si vous l'avez déjà lu. Non. C'est chez Folio. C'est un client qui me l'a conseillé. Lui, il l'a pris en version bilingue espagnol, français, puis il a pas arrêté de me parler de ce livre, donc je me suis dit, je vais le lire pour lui en parler la prochaine fois. C'est une bonne idée. Ok. Amélia ? Amélia. Bon, Archie. Amélia. Oui. Je prends le relais. Donc, moi, je viens de finir The Fisherman de John Langdon. D'accord. Qui est un roman un peu Lovecraftien sur les bords. Je suis très fan de Howard Philip Lovecraft. Et là, c'est contemporain, mais avec un peu de Lovecraft dedans, comme on dit. Et je viens de le finir. Je voulais absolument le lire avant les Imaginales parce que l'auteur sera là aux Imaginales. Et donc, voilà, je vais aller me le faire dédicacer. Et je l'ai beaucoup aimé. Ok, bien. Effectivement. Amélia, quelle est ta lecture en cours ? Alors, je suis à peu près à la moitié du roman qui est paru il n'y a pas longtemps en version française, Wings of Starlight, chez Hachette Heroes. C'est réécriture enfin, c'est dans l'univers de la Fée Clochette, la reine Clarillon, avant qu'elle devienne reine et quand il y avait encore le royaume des fées d'hiver. Voilà. D'accord. Des fées de l'hiver qui étaient pas liées avec les autres fées de saison. Et donc, voilà, alors j'aime bien l'univers de la Fée Clochette parce que bon voilà, les contes de fées, les fées, la magie, tout ça j'aime bien. Et j'avais vu sa sortie en anglais. En anglais. Et le personnage de Clarion, effectivement, il m'a assez intriguée quand j'étais petite. Et donc pour le moment, j'adore le livre. Donc voilà. Tant mieux. Super doucement. Prends ton temps, savoure. Comme dit Aurore, il faut aussi réussir à savourer ses lectures. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Moi, je suis en train de terminer. Il me reste vraiment plus grand-chose. Hop. Je lis Emblème dynastiel, le tome 1. Et j'avoue que ça me plaît vraiment, 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 vraiment beaucoup. Donc je pense que quand le tome 1 sera fini, le tome 2 va rejoindre ma palle, qui est déjà énorme, mais c'est pas grave. C'est très intéressant. Je saurais pas trop comment le qualifier parce que j'ai eu du mal à un moment à savoir à quelle époque on se situait. Parce que j'avais l'impression qu'on se situait genre au 18e, 19e siècle. 19e siècle peut-être, 18e, 19e. Et puis en fait, je me rends compte plus on avance dans le livre, parce qu'en fait, on découvre plusieurs pays. Et dans le premier pays, on a l'impression qu'ils sont restés côté 19e. Au milieu, que c'est des trucs super technologie, super modernes, etc. Et le troisième pays qui traverse, c'est plus sauvage, plus magique, plus différent. Et ils ont des écrans tactiles et des montres d'avant-bras, des écrans d'avant-bras. Donc, à un moment, je me suis dit, hein ? Quand il a sorti une tablette tactile, je me suis dit, hein ? Quoi ? Mais on est à quelle époque ? Et j'en suis arrivée, j'avais peut-être lu 3/4 du livre en me disant, mais on est à quelle époque, en fait ? Donc voilà, c'est le seul truc qui m'a un peu perturbée quand j'ai découvert l'écran tactile. Je me suis dit, hein ? C'est pas du tout comme ça que j'avais vu l'histoire, donc il a fallu que je me refasse le film de ce que j'avais lu pour me le remettre dans une époque un peu plus moderne. Donc voilà, et je me demande si c'est pas justement ce que cherchait l'autrice à faire, en fait, un passage d'un monde à un autre en exploitant différentes choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et on voit l'évolution. Pardon ? Le fait que tu lis un livre et d'un coup tu vois un objet normal et ça te panique. Enfin, ça te panique, ça te... Hein ? Oui, parce qu'en fait, j'étais vraiment, vraiment persuadée d'être vraiment, je sais pas moi, à la fin 1800, début 1900.
Parce que la condition de la femme, parce que le mode de vie, parce que les bougies, le feu dans la cheminée. Tu vois, je m'étais... Puis à un moment, il y a une boule d'électricité. Je me suis dit, quoi ? Une boule d'électricité ? Où ça ? D'où je l'ai raté ? Voilà, c'est juste ça. Mais après, au niveau des personnages, au niveau de l'histoire, c'est très intéressant. Et on exploite aussi énormément... comment on pourrait appeler ça ? Les angoisses, les crises de panique, la peur du monde extérieur. Vous voyez un peu le genre de psychologie qui est abordé. Et puis, forcément, le combat d'une jeune fille pour sortir du carcan de sa société et vivre une vie comme elle aimerait vivre, en fait. Voilà. Pour ma lecture, bientôt finie. Ce soir, elle est terminée, c'est sûr. Voilà. Je veux savoir la suite. Bon, voilà. Nous avons partagé nos 4 livres de Stephen King, nos lectures du moment. Et nous allons donc nous retrouver pour le prochain épisode au mois de juin. Pour celui-ci, c'est fini. J'espère que cela vous a plu, que vous avez fait le plein de nouvelles découvertes pour compléter vos wishlists de livres ou de séries à regarder. Non, pas du tout. On a parlé de films surtout, pas de séries. Quoique Stephen King, il y a eu des séries aussi. Hein. Oui. Histoire de Lizzie a été adaptée en série de 8 épisodes, scénarisée par King lui-même. D'accord. Et pour le coup, la série est vraiment bonne. Ok. Donc, moi, je mentionnais Ghost Whisperer. Oui, c'est pas faux. Donc, wishlist de livres et de séries à regarder. Si vous avez aimé ce book club, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous suivre sur nos pages Instagram, @archi_auteur, @_souvencam, Amélia Feza, Jess_Angel. Et si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos propres recommandations, vous pouvez nous envoyer un mail à ducappuccinoetdelivres@gmail.com. Nous serions ravis de pouvoir vous lire. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.